Prenons un nombre x. On dira qu'il admet une écriture en fraction continue généralisée s'il existe une suite xn telle que x égale x0 plus x1 sur x2 plus x3 sur x4 plus x5 sur x6 plus etc. Cette catégorie de fractions continues n'est pas réellement intéressante et c'est la raison pour laquelle on va définir autre chose. On dit qu'un nombre x admet une écriture en fraction continue, tout court, s'il existe une suite xn telle que x égale x0 plus 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3 plus etc. Dans ce cas, on utilise la notation abrégée suivante. X égale, entre crochets, x0, x1, x2, x3, etc. La suite xn peut être finie ou infinie, et c'est d'ailleurs sur cette finitude que certains résultats vont être plus que bandants. Les fractions continues apparaissent avec la nécessité d'approximer les nombres à l'aide de fractions. C'est au VIe siècle de notre ère qu'on les trouve pour la première fois dans un ouvrage du mathématicien indien Aryabhata, qui les utilise pour résoudre des équations diophantiennes, c'est-à-dire des équations polynomiales à une ou plusieurs inconnues, dont les solutions sont cherchées parmi les nombres entiers. Pour y aller doucement, et ce afin que ton cerveau n'explose pas tout de suite, on va trouver la fraction continue d'un nombre rationnel, c'est-à-dire d'un nombre qui peut déjà s'écrire comme une fraction. Prenons par exemple la fraction irréductible 10325 sur 164. Elle est en effet irréductible car 10325 et 164 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun à part 1. Utilisons l'algorithme d'Euclide. 10325 est égal à 62 fois 164 plus 157, 164 égale 1 fois 157 plus 7, 157 égale 22 fois 7 plus 3, et 7 est égal à 2 fois 3 plus 1. La liste des diviseurs écrits en rouge vont nous servir à trouver la fraction continue égale à 10325 sur 164. En effet, ce sont ces nombres qui constituent la suite que j'ai appelée xn dans ma définition, le dernier terme étant le dernier nombre par lequel est multiplié le dernier nombre rouge, à savoir ici 3. On obtient alors 10325 sur 164 est égal à 62 plus 1 sur 1 plus 1 sur 22 plus 1 sur 2 plus 1 tiers. On écrit alors 10325 sur 164 égale entre crochets 62,1,22,2,3. À travers cet exemple, on sent assez facilement que tout nombre rationnel admet une écriture en fraction continue qui est finie, et ce parce que justement l'algorithme d'Euclide est lui-même fini, quels que soient les deux nombres que l'on prend au numérateur et au dénominateur, dans la mesure où ces deux nombres sont entiers bien sûr. Réciproquement, on peut démontrer que si un nombre admet une écriture décimale infinie non périodique, c'est-à-dire si le nombre n'est pas rationnel, alors sa fraction continue est aussi infinie. On a donc ici une condition sine qua non pour voir si un nombre réel est rationnel ou non. Si son écriture en fraction continue est finie, il est rationnel. Si elle est infinie, le nombre est irrationnel. C'est pas one again ça? Pour illustrer cette section, je vais prendre racine carrée de 2 qui est, tu le conviens je l'espère, un nombre radical. Comment obtenir son écriture en fraction continue? Eh bien, avec un petit peu d'astuce qui utilise les identités remarquables. Tu sais que l'on peut écrire racine carrée de 2 moins 1 facteur de racine carrée de 2 plus 1 est égal à racine carrée de 2 au carré moins 1 au carré, à savoir 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Ainsi, en divisant par racine carrée de 2 plus 1, qui n'est pas nul, on obtient racine carrée de 2 moins 1 égale 1 sur racine carrée de 2 plus 1. Et donc, racine carrée de 2 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus racine de 2. En remplaçant le racine carrée de 2 qu'il y a au dénominateur de la fraction de droite par ce à quoi il vaut d'après cette égalité, on obtient que racine carrée de 2 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus racine de 2, c'est-à-dire racine carrée de 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus racine de 2. En remplaçant à nouveau le racine carrée de 2 de droite par la même chose, on a les égalités suivantes. On arrive finalement à l'écriture infinie suivante, racine carrée de 2 égale entre crochets 1,2,2,2, etc. Quand la fraction continue est infinie comme ici, on utilise la notation suivante, racine carrée de 2 est égal à entre crochets 1,2 surmonté d'une barre. Parce que c'est bien connu, les matheux sont de grosses feignasses. On dit ici que racine carrée de 2 admet une écriture ou un développement ultimement périodique, car son écriture est de la forme entre crochets A0, A1, etc. jusqu'à AP, virgule sous une barre, x0, x1, etc. jusqu'à xn. Au passage, si un nombre a une écriture de la forme entre crochets sous une barre x0, x1, etc. jusqu'à xn, on dit que son écriture ou son développement est purement périodique. Bon, tu sais ce qu'est un irrationnel quadratique? Non? Putain, mais t'es vraiment qu'une grosse bouse. Même un élève de 6 ans doit le savoir. Enfin bon,
Je t'explique. C'est un nombre qui est solution d'une équation polynomiale de degré 2 à coefficient rationnel, c'est-à-dire un nombre qui peut s'écrire sous la forme a plus ou moins racine carrée de b sur c, où a et c sont deux entiers relatifs, avec c non nul, et où b est un entier naturel. Voilà, tu te coucheras moins con ce soir. Le théorème de Lagrange nous dit alors qu'un irrationnel est quadratique si et seulement si son développement en fraction continue est périodique à partir d'un certain rang, c'est-à-dire s'il est ultimement périodique. Il est intéressant car si on arrive à démontrer que l'écriture en fraction continue d'un nombre n'est pas ultimement périodique, alors ça veut dire que le nombre n'est pas un irrationnel quadratique. Tu te rends compte de la puissance de ce truc, putain? Je suis sûr que tu connais au moins un irrationnel quadratique. En tout cas, ton petit frère qui prend des bouses à longueur de journée dans sa couche en connaît. T'as déjà entendu parler du nombre d'or? Phi est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Il n'a pas la tête d'un irrationnel quadratique par hasard? Tu sais qu'il est solution de l'équation x carré moins x moins 1 égale 0, et donc que l'on peut écrire phi carré égale phi plus 1, ou encore en divisant par phi égale 1 plus 1 sur phi. On peut alors remplacer le phi de droite par 1 plus 1 sur phi pour obtenir que phi égale 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur phi. Et en continuant ainsi, on arrive à la fraction continue suivante, phi est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc. C'est-à-dire que phi est égal à entre crochets 1 surmonté d'une barre. Phi est donc purement périodique. Le théorème de Galois nous dit que si un nombre x a un développement en fraction continue purement périodique de la forme x égale entre crochets x0, x1, jusqu'à xn surmonté d'une barre, alors c'est un irrationnel quadratique réduit, c'est-à-dire que x est strictement plus grand que 1, et son conjugué x indice c vérifie l'égalité suivante, moins 1 sur xc égale entre crochets xn, xn moins 1, etc. jusqu'à x0 surmonté d'une barre. Réciproquement, le développement en fraction continue de tout irrationnel quadratique réduit est purement périodique. Par exemple, si alpha est égal à entre crochets a, b surmonté d'une barre, alors il est solution de l'équation suivante, x égale a plus 1 sur b plus 1 sur x, c'est-à-dire de l'équation bx carré moins abx moins a égale 0. De plus, si bêta égale moins 1 sur entre crochets b virgule a surmonté d'une barre, alors il est solution de l'équation suivante, x égale moins 1 sur b plus 1 sur a plus 1 sur x, c'est-à-dire de l'équation bx carré moins abx moins a égale 0. Alpha et bêta sont donc solutions de la même équation. Après le théorème de Galois, suit le théorème de Legendre qui nous dit que x est strictement plus grand que 1 est un rationnel non carré si et seulement si la fraction continue de racine carrée de x est de la forme suivante. Remarquez que la période est un quasi-palindrome si on enlève le dernier élément. Par exemple, on pourra écrire racine carrée de 19 est égale entre crochets à 4, et la période 2, 1, 3, 1, 2, 8. Ou encore, racine carrée de 31 est égale à entre crochets 5, et la période 1, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 10. C'est là où on est content que Fermat ne se soit pas appelé dans ta gueule, sinon on aurait traité ici des équations de Pell dans ta gueule. Une équation de Pell-Fermat est une équation de la forme x carré plus ou moins dy carré est égal à plus ou moins 1, où xy est un couple d'entiers naturels non nul, et où d est strictement positif tout en n'étant pas un carré parfait. On démontre que si le couple xy est solution de cette équation, alors x sur y est une réduite de racine carrée de d, c'est-à-dire que si racine carrée de d peut s'écrire comme étant entre crochets d0, d1, d2, etc., alors x sur y peut s'écrire comme étant entre crochets d0, d1, d2, etc. jusqu'à dn. Voyons maintenant comment résoudre explicitement une équation de Pell-Fermat. On va prendre l'équation x carré moins 31 y carré égale 1. On a vu tout à l'heure que racine carrée de 31 pouvait s'écrire comme étant entre crochets 5, sous la barre 1, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 10. On voit alors que la période de ce développement, à savoir ce qu'il y a sous la barre, a une longueur de 8. On dit aussi que la période est égale à 8. Donc on va prendre la septième réduite de racine de 31, à savoir ce qui s'affiche à l'écran. Un couple solution est alors x égale 1520 et y égale 273. Ça, c'est le cas où il y a un 1 à droite de l'égalité. Quand il y a un moins 1, ça change un peu. Prenons l'équation x carré moins 53 y carré égale moins 1. A l'aide du logiciel XCAS et de sa commande DFC, on obtient le développement en fraction continue de la racine carrée de 53. La période est donc égale à 5. On cherche alors le plus petit entier naturel n tel que n soit congru à moins 1 modulo 5. On trouve alors n égale 4 et on prend donc la quatrième réduite de la racine carrée de 53, à savoir ce qui s'affiche à l'écran. Un couple solution est alors x égale 182 et y égale 25. Savoir résoudre les équations de Pell-Fermat est notamment important dans la démonstration du dernier théorème de Fermat, à savoir l'équation x exposant n plus y exposant n égale z exposant n n'admet aucune solution entière triviale pour n supérieur ou égal à 3.
3. En effet, dans cette démonstration, il est utile de comprendre la structure du groupe des unités d'un anneau d'entiers algébriques et en particulier d'entiers quadratiques. La compréhension de la structure de cet anneau sert aussi à établir la répartition des nombres premiers dans la suite de Fibonacci en considérant l'anneau des entiers de Q de racine 5, c'est-à-dire l'extension de Galois Z de phi. En effet, on est amené à chercher les éléments inversibles de Z de oméga qui sont de la forme A plus B racine de oméga, où oméga est un entier quadratique et A et B deux entiers relatifs. On montre alors que cela revient à résoudre une équation de Pell-Fermat dans le cas de Z de phi. En effet, le groupe des unités de Z de phi est l'ensemble de ces éléments de norme plus ou moins 1, c'est-à-dire l'ensemble des x de la forme A plus B phi, tels que 2A plus B au carré moins 5B au carré le tout sur 4 est égal à plus ou moins 1. À l'aide d'un changement de variable, l'équation revient à résoudre l'équation de Pell-Fermat suivante, x carré moins 5y carré est égal à plus ou moins 1, en posant x égale 2A plus B sur 2 et y égale B sur 2. On montre alors que les unités de Z de phi sont de la forme phi exposant n et moins phi exposant n, n appartenant à Z. Dans un cas général, se mettre à la recherche des inversibles de Z de oméga nous amène toujours sur une équation de Pell-Fermat ou sur une équation de la forme x carré plus xy moins f y carré est égal à plus ou moins 1 avec f d'entier relatif tel que 4f plus 1 ne soit pas un carré parfait. Putain, on est parti loin là. Mais c'est pas kiffant? Nous l'avons vu précédemment, prouver qu'un nombre admet un développement en fraction continue infinie prouve son irrationalité. C'est comme ça que l'ami Euler a démontré celle du nombre E. En effet, il a justifié le développement en fraction continue suivant, k étant un entier naturel non nul. En gros, il utilise l'équation de Riccati, ay' plus y carré égale 1, où a est non nul, dont une solution est cotangente hyperbolique de x sur a, ce qui lui permet d'affirmer que exponentielle de x sur a plus 1 sur exponentielle de x sur a moins 1 admet un développement en fraction continue qui s'affiche à l'écran, qu'il écrit aussi sous la forme suivante, ce qui lui donne, après pas mal de boulot quand même, le développement en fraction continue suivant. Ce qui, pour s égale 1, démontre que E est égal entre crochets 1,0,1,1,2,1,1,4,1,1,6, etc. Son développement en fraction continue étant infini, il est irrationnel. L'irrationalité de pi, quant à elle, est due à Lambert, pas Wilson, Jean-Henri, qui écrit que tangente de t est égale à t sur 1 moins t carré, sur 3 moins t carré, sur 5 moins t carré, sur 7 moins etc. et affirme alors que la tangente de tout nombre rationnel non nul est un nombre irrationnel. Ainsi, par contraposition, il peut affirmer que si tangente x est rationnelle, alors x est irrationnel, ce qui est le cas de pi, car tangente pi égale 0, et 0 est bien un nombre rationnel, ce qui justifie que pi est irrationnel. Maintenant, on sait que pi et e sont plus qu'irrationnels. Ils sont transcendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. Mais ça, c'est une autre histoire.